Le lendemain fut le jour de notre affectation dans les différents postes du régiment. Nous étions 4. Cela correspondait à la demande faite par le lieutenant-colonel Raspaud, commandant le régiment. Un poste était à pourvoir à la BCS, là où nous avions été accueillis la veille. Ce poste était un poste de secrétaire adjoint à l'adjudant-chef qui dirigeait le secrétariat du colonel. C'était un poste important, dévolu à un maréchal des logis. Celui-ci devait être agréé par le 2e bureau chargé du renseignement. Le militaire qui occupait ce poste avait l'accréditation secret, secret confidentiel et secret confidentiel chef de corps. Seule la correspondance nominative adressée au colonel ne pouvait être décachetée et lue que par lui-même. Un second poste était également vacant à la BCS, mais là, c'était un poste de simple secrétaire auprès du capitaine, chargé de l'administration du poste de commandement. Les 2 autres postes vacants étaient dans les fortins situés le long du réseau électrifié qui séparait l'Algérie du Maroc. Un premier emploi de secrétaire comptable était destiné à remplacer un appelé sur le départ, libéré de ses obligations militaires au R3. Quant au dernier, il s'agissait de trouver un militaire capable d'enseigner le français aux petits arabes qui vivaient dans le douar installé près du R4. Nous fûmes reçus tour à tour par le capitaine Deshaies, un militaire d'une 40aine d'années, à peine, qui était rattaché au colonel. Il prit le temps de nous questionner sur notre parcours étudiant. Il insista beaucoup sur nos centres d'intérêt, sur nos activités hors scolaires. Quand son choix fut fait, il nous reçut à nouveau pour nous annoncer nos affectations. René Chalard avait été désigné pour occuper le poste de secrétaire à la BCS auprès du capitaine Morin. Claude Moussillac, qui était professeur de mathématiques, était affecté au R3 comme secrétaire comptable. Mon ami Michel Juillet, lui, avait hérité du poste d'instituteur au R4. Je trouvais que c'était un excellent choix. J'avais beaucoup échangé avec lui au cours de ces 4 derniers mois et je trouvais que ce poste lui convenait parfaitement. De son côté, il était ravi de cette nomination. Quant à moi, le capitaine m'annonça que j'avais été choisi pour occuper le poste de secrétaire du colonel. J'allais directement dépendre de lui sous les ordres de l'adjudant-chef Legendre, qui était le chef du secrétariat. Le seul problème était que ce poste devait être occupé par un maréchal des logis. Je devrais donc, dans les semaines qui allaient suivre, participer à une formation pour obtenir la qualification requise. Ce peloton serait organisé dans ce but, et j'y retrouverais un certain nombre d'appelés qui seraient en formation comme moi. J'allais m'installer dans le baraquement réservé aux secrétaires des différents services que comportait le régiment. Il se trouvait à 10 mètres de la baraque Fillot, avec son allure bien caractéristique, et qui hébergeait tous les services du régiment, secrétariat du colonel, service des effectifs, service comptabilité, service des approvisionnements, ainsi que les bureaux du colonel et du capitaine adjoint au colonel. Les premiers jours furent très éprouvants. Le lendemain de mon arrivée, j'avais été mis de garde de nuit. Je devais assurer 2 quarts, le premier de 22h à minuit et le second de 4h à 6h du matin. Il y avait 2 postes à assurer. Le mien était au bout du camp, en haut d'un mirador. Un projecteur était à disposition afin d'éclairer l'extérieur du camp en cas de bruit suspect. Le reste du temps, le projecteur devait rester éteint. À quelques mètres du pied du mirador, un réseau de fils de fer barbelés protégeait l'intérieur du campement. Le moindre bruit me faisait sursauter. Je ne savais jamais s'il s'agissait d'un animal sauvage à l'extérieur du camp ou si un papier accroché dans les barbelés provoquait le bruit sous l'effet du vent qui soufflait par moments. Durant la pause, nous pouvions nous allonger sur des lits au poste de garde. Le matin, au moment de la relève, nous retournions dans nos baraquements,
mais il fallait être dispos pour le lever des couleurs avant la reprise de la journée dans les bureaux de la baraque Fillot. Le secrétariat du colonel était dirigé par l'adjudant-chef Legendre. C'était un homme rondouillard qui dirigeait son service d'un air patelin. Il était secondé par le maréchal des logis Cahuzac. C'est lui que je devais remplacer. Il devait être libéré lors du prochain départ des appelés, ayant accompli leurs 27 mois et 27 jours de présence sous les drapeaux. C'était la durée du service militaire à cette date. Il avait attrapé une dysenterie amibienne qui l'avait rendu particulièrement malade. Il m'a tout de suite mis en garde contre l'eau de boisson du robinet, en me conseillant de toujours la désinfecter avant de la boire. Durant les jours qui ont suivi, il m'a expliqué le fonctionnement du secrétariat. Il m'a également dit de me méfier de notre adjudant-chef et de son air faussement amical. Dans le bureau, il y avait également 5 autres appelés. 2 deuxième classes, dactylos de métier, assuraient la frappe des correspondances. 2 autres étaient chargés, l'un un deuxième classe, de l'enregistrement du courrier départ, l'autre, qui avait le grade de maréchal des logis, s'occupait du courrier arrivé. Enfin, un dernier appelé n'avait pas de poste particulier. On lui confiait les autres tâches du secrétariat. À vrai dire, il n'était pas surchargé de travail. Le maréchal des logis, adjoint de l'adjudant-chef, avait lui davantage d'occupation. Il devait assurer la lecture du courrier à l'arrivée. La quantité de lettres reçues était impressionnante. La totalité de celles adressées aux différents services passait par le secrétariat du colonel. C'est à lui que revenait la responsabilité de la répartition de ce courrier. Il convenait de ne pas se tromper. Une fois l'inscription dans le registre du courrier arrivé, il devait vérifier le travail de son secrétaire avant la distribution aux différents destinataires. Il avait en charge la réception des messages arrivés par fax. Enfin, lors de tirs en zone interdite, sur des tentatives de franchissement de réseau par des fellagas, il devait préparer le compte-rendu de ces tirs et les adresser à l'état-major de Tlemcen. Dans la semaine qui suivit mon arrivée à El Aricha, j'ai également été envoyé en embuscade de nuit. Nous étions embarqués à l'arrière d'un GMC et après un parcours plus ou moins long dans la région, nous étions débarqués dans la nature. Notre groupe, d'une dizaine de combattants, accompagné d'un sous-officier, allait se mettre en place, généralement au fond d'un oued. Nous restions là, statiques, attendant le passage éventuel d'un groupe de rebelles pour les intercepter. Puis, au bout d'1 heure ou 2 d'attente, le camion venait nous récupérer et nous rentrions au camp. Début février approchait et le début du peloton organisé à mon intention était proche. Je n'avais toujours pas reçu de lettre de Michel. J'étais un peu étonné. Je lui avais écrit dès mon arrivée et j'étais impatient de recevoir de ses nouvelles. J'allais être un peu coupé du monde durant ce stage d'1 mois qui approchait. J'aurais bien aimé recevoir un message de sa part avant mon départ de la BCS. La veille du départ, le capitaine Morin me convoqua. « Berland, major du P2, me dit-il. Il souhaitait me mettre la pression pour cette formation. Personnellement, cela ne m'intimidait pas. Je n'avais rien demandé. On m'envoyait faire ce stage parce qu'ils avaient besoin de pouvoir me nommer sous-officier. Je n'allais pas pour autant me défoncer. J'étais dans les mêmes dispositions qu'à la fin de ma formation de base en octobre dernier. J'attendais toujours une lettre de Michel qui n'arrivait pas, et je n'avais pas le moral au beau fixe. Je lui réécris avant mon départ pour le poste R2, où devait avoir lieu ma formation de sous-officier.